Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores. Une fois n'est pas coutume, je suis seul. Pas de Xavier à l'horizon. Non, je check, mais non, pas de Xavier à l'horizon. Pour votre plus grand plaisir, ce ne sera donc que moi, bien évidemment. Et en même temps, j'ai envie de dire, pour un jeu solo, bon, finalement, c'est tout aussi bien d'être seul pour le commenter, même si Xavier et moi-même, on préfère généralement quand même faire des reviews à deux, mais c'est vrai que c'est un type de jeu qui s'y prête bien à la review en solo, et c'est pas, à vrai dire, la première que je fais non plus, vous êtes un petit peu coutumé du fait. Du coup, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je vais vous parler de ce nouveau titre de Youssef Fari, à savoir Les Sœurs de l'Alliance. Il s'agit du troisième et à ce jour dernier épisode de la trilogie de l'Éden, donc après Spirits of Eden, ensuite Colossus, puis enfin vient ce nouveau-né, Les Sœurs de l'Alliance. Alors thématiquement, on reste donc dans le même univers que Spirits of Eden et Colossus, à savoir donc dans le premier épisode, le roi Asmoth qui essaye d'envahir l'Éden que Noah, l'esprit protecteur de Éden, cherche à défendre par tous les moyens. Il boot le roi Asmoth, enfin en tout cas ses sbires, hors du royaume d'Éden. Ensuite, le roi Asmoth essaye de réveiller une sorte de colosse, Colossus, et pour protéger Éden avant que celui-ci ne l'envahisse, eh bien, on envoie Nétophar, un autre esprit protecteur sous les ordres de Noah, on va dire, pour le terrasser, ce qu'il parvient à faire. Mais du coup, Noah l'a quand même un petit peu mauvaise, voyez-vous, du roi Asmoth qui cherche en permanence à détruire l'Éden. Et du coup, ben, il ou elle, je sais pas, a bien conscience qu'il faudra mettre fin au jour du roi Asmoth pour que cela cesse. Et du coup, elle réveille, ou il réveille, les sœurs de l'Alliance qui vont donc avoir à cœur de contre-envahir le royaume du roi Asmoth pour simplement mettre fin à tous les tracas de l'Éden. Voilà pour ce qui est un petit peu de, comment dirais-je, la déclinaison thématique des 3 épisodes de l'Éden à ce jour. Au-delà de ça, qu'est-ce que ça change en termes de mécanismes, puisque vous aviez donc 2 mécanismes déjà radicalement différents dans Spirits of Eden, où on avait donc à cœur de protéger Eden avec 3 esprits différents et des ennemis qui ravageaient notre territoire avec un système de mouvement, comment dire, dans le sens des horloges d'une montre en fait simplement. Et nous, nos esprits se déplaçaient également, puis ensuite de la sélection de dés qu'on plaçait sur des cartes pour faire des actions avec les esprits en espérant pouvoir terrasser nos adversaires. Ensuite, avec Colossus, on avait une sorte de jeu de puzzle de cartes où il fallait les imbriquer les unes aux autres pour espérer obtenir certains symboles pour nous permettre de continuer notre ascension du Colossus en espérant aussi pouvoir lui porter le coup final à terme. Là, avec les Sœurs de l'Alliance, on est sur un gameplay radicalement différent puisqu'on est sur ce qu'on pourrait appeler un simili dungeon crawler, puisque vous le voyez ici, on va avoir différents étages à aller explorer avec tout autant d'ennemis, de trésors, de pièges potentiels également avec lesquels il faudra simplement faire, il faudra se départir de tous ces pièges, de tous ces ennemis, etc. Mais également une forte composante de deck building, puisque vous le voyez ici, on aura donc un paquet de cartes qui sont double face, un niveau 1, un niveau 2, il nous faudra utiliser de l'expérience acquise en vainquant des adversaires pour pouvoir les upgrader, ou également pour pouvoir avoir accès aux 2 petits decks de niveau supérieur, des cartes AA, des cartes prime, on pourra dire, qui elles aussi sont double face, face de base, face améliorée. Et donc ils viendront enrichir progressivement notre deck, comme c'était un tout petit peu le cas également dans Colossus, où on avait un petit aspect de deck building, il y en a aussi un dans les Sœurs de l'Alliance. Je vous ai parlé de XP, donc de points d'expérience tout à l'heure, et on pourra en obtenir donc en vainquant nos adversaires. Je crois que c'est un des seuls moyens, si mes souvenirs sont bons, mais donc ce ne sera pas la seule utilisation, on pourra aussi l'utiliser pour notamment relancer ce petit dé de mana, puisque oui, à chaque tour, lorsque nous faisons face à des adversaires, comme ici j'en ai mis 2 sur la table, eh bien vous devrez à chaque tour lancer un dé de mana, donc un dé 6, pour savoir combien de points de mana donc, vous disposerez pour ce tour de combat, puisque ces points de mana en fait représentent les points que vous pouvez utiliser pour jouer les fameuses cartes que vous avez en main. Chaque carte a un coût allant de 0 à 3,
si mes souvenirs sont bons, 3-4 peut-être, des cartes qui vont vous permettre d'obtenir des points de défense pour mieux vous défendre et parer, esquiver les dégâts potentiels que vous infligeraient vos adversaires, ou au contraire des points d'attaque, ou encore des cartes qui vous permettraient de piocher d'autres cartes, des cartes qui vont vous permettre de modifier, d'améliorer peut-être votre dé de mana pour pouvoir ensuite continuer à jouer, ou aller piocher des cartes pour enrichir votre deck notamment. Donc les points d'XP ont pas mal d'utilité pour ce qui est de choper des nouvelles cartes, pour relancer potentiellement un dé de mana, pour améliorer nos cartes, les retourner sur leur face améliorée, ou encore pour bannir une carte que l'on ne voudrait plus revoir surgir dans notre deck. Vous apercevez ici aussi un petit deck, ce sont les cartes d'ennemis. Donc les cartes d'ennemis se composent, quand je vous mettrai de toute façon des petits inserts, vos vidéos comme à l'accoutumée, mais donc les points de vie et les points d'attaque de nos adversaires, certains étant symbolisés par des points d'interrogation. Donc il faudra lancer un D6, là encore une fois, pour jauger de la puissance et de la résistance de l'adversaire, ce qui pourrait potentiellement faire des adversaires vraiment ridiculement faibles, un d'attaque, un de défense, idéalement, très très rarement, ou parfois des adversaires complètement pétés, 6 de résistance, 6 d'attaque, là c'est beaucoup plus compliqué. Et au dos des cartes de adversaires, eh bien, on a aussi des cartes de lieu, puisque dans ce donjon, bien évidemment, il y a plusieurs pièces, et donc dans quelle pièce allons-nous affronter les ennemis? Eh bien c'est ça qui est intéressant, puisqu'au dos donc, de ces cartes d'adversaires, vous avez donc un petit texte qui vous présente le lieu dans lequel vous évoluez au cours du combat, et ces lieux peuvent avoir parfois des effets positifs comme des effets négatifs, des effets où on va vous demander de vous défausser d'une carte, de perdre du mana, ou au contraire de gagner un point d'expérience sous telle ou telle condition, ce genre de choses-là, et ça renouvelle pas mal l'expérience. On a aussi donc des cartes de pièges, des cartes de pièges et de pièges avancés au dos, de trésors et de trésors avancés au dos également, pour impacter bien sûr le cours de la partie. Je parle de pièges, de trésors, pourquoi? Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, comme c'est un dungeon crawler, à chaque tour vous allez lancer 2 dés et vous choisissez une des 2 valeurs pour évoluer en point de mouvement. Par exemple, si vous faites 3 et 5, vous choisissez le 3, vous allez avancer de 3 dans le donjon, toujours vers le haut, sur la droite ou sur la gauche, sans jamais revenir sur vos pas. Et bien sûr, sur ces cartes se trouvent donc des logos d'adversaires, des logos de pièges, des logos de trésors. Et donc, à vous de... comment dirais-je, de bien programmer vos mouvements pour optimiser au mieux votre chemin, sans éviter autant que faire se peut quand même trop les ennemis, puisque les ennemis c'est quasiment l'un des seuls moyens d'obtenir des points d'expérience. Donc c'est vrai qu'on peut vouloir ménager un petit peu ses points de santé, on ne débute qu'à 39 points de vie et ça va diminuer assez rapidement. Mais les points d'XP sont extrêmement importants, il va donc falloir faire du combat. Reste à doser le savant dosage de la quantité de combat que l'on va chercher à obtenir. On va essayer bien évidemment d'aller chercher des trésors, mais ils sont peu nombreux, et généralement le chemin est semé d'embûches, vous vous en doutez. Doutez, oui c'est moche, douter c'est mieux. Enfin, douter en tant que tel c'est pas mieux, mais la prononciation, vous aurez compris. Bref, voilà pour ce qui est d'un petit tour très très bref des mécaniques et des règles du jeu. Je ne vais pas trop dans le détail parce que dans les jours à venir, je vous ferai également une vidéo d'Expli Party durant la campagne. Là, je filme cette vidéo le jour même du lancement de la campagne, je vais me dépêcher de faire le montage pour que vous puissiez la visionner en temps et en heure, mais dans quelques jours, je ferai également une Expli Party. Donc les règles seront expliquées plus en détail à ce moment-là. Sinon je crois que Etrigan et également le lutin, j'ai oublié le nom de la chaîne en complet, mais le lutin a également fait une vidéo avec une règle, enfin une vidéo avec une partie complète également. Bref, quoi qu'il en soit, on va maintenant passer aux parties habituelles de nos reviews, donc habituellement avec Xavier, les points positifs, les points négatifs, bon, pour tous les deux bien sûr très subjectifs, même s'il y a aussi un petit peu d'objectivité là-dedans bien évidemment, et puis les points qui pourraient être négatifs pour vous également, mais qui ne le sont pas fondamentalement pour moi, qui sont encore plus du domaine du subjectif, là pour le coup, avant donc de faire un petit bilan général. Du coup, qu'en est-il des points positifs selon moi? On va voir qu'il y a toujours un petit phénomène d'opposition dans cette review quant aux Sœurs de l'Alliance, et c'est, j'ai envie de dire, assez propre à l'exercice de style que s'impose généralement Yosef pour ces jeux,
À savoir déjà pour commencer, c'est toujours des jeux relativement exigeants, mais pas complexes, pour ce qui est de la prise en main en tout cas. Difficile, mais pas impossible. On va pouvoir gagner, mais on ne gagnera pas à chaque fois. Et ça se jouera généralement sur le fil, ce qui est toujours très agréable quand on joue à un solo où les deux seules options viables sont la défaite ou la victoire. Très léger en matos, ça aussi c'est un point commun de tous les jeux de Youssef Farid, mais avec une vraie profondeur, une belle courbe d'apprentissage, une belle rejouabilité également. Bref, pour rentrer un peu plus en détail dans les points positifs, qui vont parfois être contrebalancés par des points négatifs, hein, je vous aurais compris un petit peu le système. D'abord, la prise en main. La prise en main, malgré l'aspect dungeon crawl, qui généralement, le dungeon crawler, c'est des gros jeux assez riches. Là, c'est un jeu assez riche pour le format dont nous disposons, certes, mais c'est un jeu qui, malgré tout, est assez facile à prendre en main, également très facile à installer. J'ai fait l'installation en moins de 5 minutes. Ça, c'est quand même très très agréable. Jeu très facilement sorti, et donc assez facile à prendre en main. Il y a des tours aussi extrêmement jouissifs dans les Sœurs de l'Alliance, des tours où vous partez avec, ça dépend des tours, mais disons 2-3 cartes en main, vous roulez un bon jet de mana, vous allez pouvoir enchaîner 2, 3, 4 ennemis en un seul et même tour, puis avec les points de XP que vous réussirez à engranger, vous allez pouvoir faire évoluer des cartes pour avoir un deck plus consistant pour les tours à venir, etc. Bref, des tours, voire même des parties entières où tout va se dérouler de manière extrêmement fluide et extrêmement jouissive, parce que tout se passe à peu près comme vous le désireriez. Bien sûr, ce ne sera pas à chaque partie comme ça, mais il y a de vrais tours, voire quasiment parfois des parties entières extrêmement jouissives, extrêmement enthousiasmantes. Ensuite, il y a une gestion très tendue des XP. Alors, j'ai eu une partie, il est vrai, où à la fin de la partie j'avais énormément d'XP que je ne pouvais presque plus dépenser parce que vraiment j'en avais trop. Mais je jouais encore avec une version des règles un peu plus alpha qu'elles ne le sont maintenant. Les règles continuent d'évoluer au moment où je vous parle. J'ai eu plusieurs retours avec Youssef ces derniers jours, avec quelques petits points de règles qui ont été légèrement modifiés entre temps par exemple. Et donc j'ai eu une partie effectivement avec beaucoup d'XP à la fin de la partie qui ne servait plus à grand chose, mais depuis ça a été un petit peu revu et corrigé, et la gestion des XP est vraiment très tendue. Est-ce qu'on va les utiliser pour relancer un dé de mana un petit peu défavorable? Est-ce qu'on va les utiliser pour choper des nouvelles cartes améliorées, pour améliorer des cartes qu'on a déjà par exemple? Il y a pas mal de débats internes à ce niveau-là qui sont vraiment intéressants, et du coup, tous les choix, que ce soit au niveau de l'utilisation de l'XP bien évidemment, mais également au niveau du choix, du timing d'utilisation des cartes, est-ce que je garde la carte, est-ce que je la vends pour gagner un petit point de mana qui pourrait nous permettre de changer, enfin de jouer d'autres cartes plus intéressantes, au niveau des mouvements, est-ce que je choisis un dé de mouvement de 5, de 3, de 2, 2 c'est plus safe, j'ai moins de combats à venir, mais 6 peut permettre potentiellement d'aller jusqu'à une carte de trésor, même s'il y a beaucoup d'ennemis sur le chemin. Bref, toujours des choix hyper impactants tout au long de la partie, et ça c'est toujours hyper agréable. L'équilibrage de manière générale, si vous connaissez les jeux de Youssef Farid, c'est un petit peu sa marque de fabrique, son trademark, c'est toujours un équilibrage aux petits oignons. Alors ça c'est toujours hyper agréable, même si on verra par la suite, et vous vous en doutez avec ce petit dé d'aléatoire que il y a des choses à contrebalancer de ce point de vue-là, mais l'équilibrage est toujours aux petits oignons avec Youssef, et ça c'est toujours extrêmement plaisant. On est un peu en terrain connu à ce niveau-là, et dans le meilleur sens du terme. On a également une grande rejouabilité, puisqu'on a différents boss, des boss qui eux-mêmes vont impacter le nombre d'étages du donjon que l'on va devoir parcourir, les boss qui ont également des mini-règles de ci, de là. Je ne l'ai pas encore dit en introduction, j'ai oublié, alors que c'est l'un des points vraiment les plus saillants de cette campagne pour les Sœurs de l'Alliance, c'est que Youssef s'attaque un petit peu aussi aux jeux de cartes évolutifs, puisque là, tous les reviewers, tous les créateurs de contenu que vous aurez vus pour les Sœurs de l'Alliance n'ont que la boîte de base, mais durant la campagne, on aura aussi 2 autres chapitres que vous recevrez à plusieurs mois d'écart. Donc d'abord le chapitre 1, celui-ci, la boîte de base, puis un chapitre 2 et un chapitre 3 qui vous parviendront plusieurs mois après la boîte de base, et qui viendront ajouter des nouvelles cartes, de nouveaux boss, de nouveaux mécanismes, de nouveaux mots-clés à aller maîtriser. Et du coup, l'aspect JCE ajoute encore plus d'intérêt, de profondeur, de rejouabilité potentielle à un jeu qui en a déjà pas mal. Le jeu est déjà pourvu d'une belle rejouabilité, malgré un matos assez peu conséquent. Ça prendra vraiment pas beaucoup de place dans votre Kallax, vous en conviendrez.
Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de tous les points positifs qui me sautaient aux yeux de prime abord. On va maintenant pouvoir attaquer les points un peu plus négatifs, ou disons un peu moins dithyrambiques, on va dire. Gardez à l'esprit que c'est toujours, comme d'ailleurs pour les points positifs, en partie subjectif. Là, pour ce qui est des points négatifs, il y a quelques petites micro-règles qu'il faut assimiler. Elles sont pas très nombreuses en réalité. Par exemple, moi j'ai tendance, quand je commence mes combats, à oublier l'effet des cartes de salle. Alors, il se trouve que, bon, 3 quarts du temps je les oublie pas, mais que pour l'instant, les cartes de salle, je les ai pas trouvées très impactantes. Elles offrent parfois des choix, par exemple celle-ci, si je combats dans un couloir étroit, toutes les cartes de 0 mana valent désormais 1 de mana durant votre combat. Elles coûtent 1 de mana pour votre combat. Et du coup, ça change pas mal de choses, effectivement. Mais on peut naviguer entre ne pas les utiliser pour ce combat-là et les utiliser pour le prochain. Alors, ça peut avoir une influence, certes, mais j'ai trouvé que pas mal de cartes de lieu, pour l'instant, en l'état, n'étaient pas trop impactantes. La salle des tortures, vous pouvez jouer un maximum de 2 cartes de votre main par round. Donc il y a certains rounds, vous allez en jouer 4, 5, 6 si tout se passe bien. Mais généralement, on tourne aux alentours de 2-3, donc c'est pas si impactant que ça. Ça dépend aussi du timing auquel ça sort, mais il y a pas mal de combats, surtout quand vous arrivez déjà au 2e, au 3e étage de la tour, où généralement ça ne dépasse pas les 2 rounds de combat parce que vous les aurez plus ou moins one-shotés si tout se passe bien. Mais j'ai eu une partie où tout s'est très mal passé et où il y avait un peu plus d'impact également. Mais c'est un équilibrage qui est encore en train de s'opérer, et connaissant Yosef et sa minutie, j'ai aucune inquiétude à ce niveau-là. Ensuite, au-delà donc des petites micro-règles à assimiler, pas forcément à ne pas oublier parce qu'elles sont pas si nombreuses, vous allez les mémoriser, mais il faut quelques petits trucs, il faut assimiler quelques petites choses qui sont pas toujours évidentes au tout début, mais c'est vraiment pas un obstacle infranchissable. Également, il y a, tout à l'heure je l'ai dit, des tours extrêmement satisfaisants, extrêmement jouissifs, mais, je l'ai dit à ce moment-là d'ailleurs, que ça va être contrebalancé, le dé de mana que vous allez lancer à chaque début de round pour votre combat, il va vous offrir un résultat différent. Là par exemple je suis tombé sur un 3, ce qui veut dire que j'ai 3 points de mana pour ce tour de combat face à ces deux adversaires là qui ont 6 points et 5 points de vie respectivement, 1 point d'attaque, 2 points d'attaque pour l'autre. Moi j'ai des cartes qui sont de 2, 1, 0, 3 mana. Avec 3 mana, vous vous tenez bien qu'avec des cartes de ce niveau-là, j'ai pas grand-chose que je peux faire en réalité. Surtout si c'est couplé avec une carte de lieu qui peut potentiellement par exemple impacter, comme on l'a vu tout à l'heure, le coût de mana de chaque carte. Donc si vous faites 2, 3, 4 lancers consécutifs avec 1 point de mana, 2 points de mana, et que vous n'avez pas d'XP pour relancer le dé de mana à ce moment-là, vous êtes un peu dans la panade. J'ai eu une partie sur les 5 que j'ai faites pour l'instant, et encore une fois, avec l'équilibrage progressif que Yosef est en train d'opérer sur le jeu, je me fais pas de soucis, je sais que ça va arriver très rarement, mais ça va forcément arriver. De temps à autre, vous allez toujours avoir une partie sur 5, 8, 10, je ne sais pas à quel point l'équilibrage sera pointu à ce niveau-là, mais l'équilibrage ne pourra jamais empêcher l'aléatoire du dé de mana, qui fait que si vous enchaînez 2-3 tours avec 1 de mana, avec 2 de mana, et que c'est au tout début de la partie et que vous n'avez pas encore d'XP pour gérer à ce niveau-là, vous êtes dans la panade. Et du coup, j'ai eu une partie, une seule pour l'instant, où après 2-3 tours, j'avais même pas franchi le premier étage de la tour, j'étais déjà à genre 17, 18 points de vie sur 39. Et ça, du coup, c'est vrai que du coup, c'est frustrant. Donc ce qui peut parfois être extrêmement jouissif dans certaines parties, peut parfois être, c'est l'autre côté de la pièce, bien sûr, un petit peu frustrant. Alors généralement, ce sont des parties qui vont pas forcément durer très longtemps, parce que vous allez perdre rapidement, donc vous pouvez renchaîner nos parties, mais ça peut potentiellement vous couper un petit peu l'envie d'en faire une deuxième tout de suite. Pas l'envie de ressortir le jeu, parce que le jeu est très très bon, mais l'envie peut-être d'en refaire une autre juste derrière. Moi, ça va. J'ai retenté une autre partie juste derrière, pour le coup, que j'ai malheureusement pas gagné mes rangs sur le fil, mais ça pourrait éventuellement être très frustrant pour certaines personnes, j'imagine. Donc l'aléatoire, ça, on le sait d'entrée de jeu, ce dé de mana, il va être impactant à ce niveau-là. Autant les cartes que j'ai mentionnées tout à l'heure, les cartes d'adversaires qui parfois disposent de points de vie et de points d'attaque avec un point d'interrogation pour lesquels il faudra lancer 2 dés qui détermineront les 10 points de santé et points de
puissance d'attaque, on va dire. Cet aléatoire-là ne me dérange absolument pas, je trouve même ça plutôt excitant en réalité, parce que c'est peut-être un tout petit peu moins impactant, en tout cas indirectement impactant par rapport au dé de mana, je trouve. Et puis quand vous êtes dans un donjon et qu'un monstre arrive, bah, vous ne pouvez pas forcément jauger de sa force ou de sa résistance juste au premier regard. Donc thématiquement ça fait sens aussi. Le mana peut faire sens thématiquement aussi, ceci dit. Mais pourquoi un tour on a un de mana, l'autre tour 6, thématiquement ça peut être un peu plus fragile éventuellement, mais mécaniquement, là on peut rien dire là-dessus, c'est très solide. Donc voilà les deux petits points qui moi m'ont un tout petit peu dérangé. Pour ce qui est d'autres points qui pourraient potentiellement être un peu négatifs pour vous, mais là ça dépend aussi pas mal du type de joueur. D'abord, l'aléatoire, comme je l'ai dit, peut être assez frustrant. Ça dépend encore une fois du type de joueur que vous êtes. Moi, ça m'a frustré à quelques moments, mais il y a toujours cette discussion autour de la frustration. Il y a de la bonne frustration, il y a de la mauvaise frustration, comme des bons chasseurs et des mauvais chasseurs, vous savez. Et donc, ce qui peut être très très jouissif peut être un poil frustrant, mais bon, ça je l'ai déjà évoqué, donc je ne vais pas rentrer plus là-dedans, mais oui, ce côté aléatoire peut potentiellement être frustrant, ça dépend un petit peu de votre profil de joueur. Également, comparativement avec Colossus et Spirits of Eden, je l'ai trouvé moi un poil longuet. Alors ça dépend de la carte de boss que vous avez sélectionnée, parce que la carte de boss va déterminer aussi les étages, le nombre d'étages que vous allez devoir franchir. Mais j'ai eu des parties qui tournaient aux alentours plutôt de 40-45 minutes, même 1 heure parfois. Du coup, contrairement à Colossus que je joue généralement en 15-20 minutes, et à Spirits of Eden peut-être en 20-25, il est un poil long. Et là, c'est clairement un point négatif potentiel, et uniquement potentiel, parce que simplement ça ne correspond pas tout à fait au profil de type, de joueur solo que je suis, qui a tendance à préférer des parties un peu plus ramassées d'une demi-heure, parce que j'ai rarement beaucoup de temps, en fait, pour plusieurs raisons. Donc, un poil long, comparativement aux 2 épisodes précédents de la trilogie de l'Éden. Bon, après, c'est pas très dérangeant, ça reste aux alentours de 40 minutes, quand même très très acceptable pour moi. Ensuite, autre point très légèrement négatif pour moi, et là c'est très subjectif pour le coup, j'étais très fan de la DA de Colossus et de Spirits of Eden, que je trouvais absolument charmante. Je suis un poil moins convaincu par la DA des Sœurs de l'Alliance. Là c'est purement subjectif, parce qu'encore une fois elle est très bien réalisée. C'est relativement sobre par moments et un peu plus flamboyant sur d'autres. Les cartes de notre deck sont généralement plutôt très jolies. Les cartes d'adversaires par exemple sont quand même très 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 sobres, un poil trop à mon goût, et surtout c'est très 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 différent les unes des autres. Vraiment beaucoup plus travaillé, beaucoup plus fine pour le deck personnel, et vraiment très 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 sobre, un peu simpliste pour les cartes d'ennemis, sauf les cartes de boss qui elles sont un peu plus charismatiques pour le coup. Et je pense que certaines personnes vont se poser la question, est-ce qu'il ne s'agirait pas d'IA générative pour ce qui est des images? C'est pas le cas. J'ai demandé à Yosef par acquis de conscience. Elles sont très jolies, mais c'est vrai qu'il y aura potentiellement quelque chose qui pourrait faire penser à de l'IA, mais c'est aussi parce que au jour d'aujourd'hui, c'est un petit peu difficile, de plus en plus difficile de différencier, de distinguer parfois l'un de l'autre. Mais la DA des cartes, je trouve, sont très jolies. Les cartes d'adversaires, un petit peu moins, mais là, c'est vraiment une question de goût. Ensuite, thématiquement uniquement, moi je comprends pas très bien une petite règle que j'ai pas encore mentionnée, celle des points de santé. Vous avez, je vous l'ai dit tout à l'heure, 39 points de santé en début de partie. Vous avez des potions que vous pourrez obtenir grâce à des trésors ou à des points d'XP dépensés. Des points de santé qui seront guéris, donc de 5, oui c'est ça, 5 points de vie guéris par potion, sauf que vous ne pourrez jamais dépasser la dizaine. Par exemple, admettons que vous êtes à 27 points de vie. Si vous prenez une potion, théoriquement 27 plus 5, on est d'accord que ça fait 32, mais non, vous ne pourrez pas dépasser 29. Donc toutes les dizaines sont limitées à 9 en termes de guérison, ce qui mécaniquement fait sens, hein. Vous ne pourrez jamais revenir au maximum de votre santé, mais thématiquement, bon, c'est des potions, on est dans un univers magique, bon, à moins que ce soit Merlin dans Camelot, les potions, c'est efficace. Et qu'est-ce qui fait que si je suis à 24, je peux revenir à 29, mais si je suis à 29, je ne peux pas revenir à 34. Thématiquement,
ça m'a un petit peu chamboulé. J'imagine, j'ai pas demandé à Youssef ça pour le coup, mais j'imagine qu'il y a une justification autre que mécanique qu'on peut trouver avec un peu d'imagination. Mais voilà, moi je l'ai pas eu cette explication et ça m'a un petit peu dérangé thématiquement parlant. Mais encore une fois, vous voyez, je chipote, c'est vraiment pas très important. Voilà. Du coup, c'est à peu près tout pour moi, hein. Je vois pas beaucoup d'autres critiques, reproches que je peux faire. Les pièges, c'est toujours un petit peu excitant, même si les pièges avancés sont hyper impactants par moment, mais ça, il en va de même pour les trésors. Bon, ils sont un peu moins nombreux que les pièges, malheureusement, mais c'est normal. Les trésors sont vraiment jouissifs aussi, quand on tombe sur 3 points d'XP d'un seul coup, 2 potions d'un seul coup, ça change radicalement une partie, c'est super intéressant. Donc, bilan du jeu. Bilan du jeu, il est simple, encore une fois, avec Youssef, hein, sans grande surprise, on est sur un excellent jeu, c'est extrêmement malin, c'est plutôt facile à prendre en main. Là, on va dire que la première partie, on va avoir quelques petits retours aux règles de temps à autre, mais globalement, c'est extrêmement facile à prendre en main. Malgré tout, comme assez souvent pour ce type de jeu-là, on est quand même avec une belle courbe d'apprentissage. On sent qu'après 2-3 parties, on connaît bien mieux ses cartes, son deck, ses possibilités, quelles cartes il faut absolument upgrader ou obtenir quand c'est des cartes améliorées. Donc ça, c'est super intéressant, la courbe d'apprentissage. Et puis également, un jeu comme dans tout bon solo ou coopératif, si on joue à plusieurs, ce qui n'est pas le cas ici, c'est du pur solo. Toujours cette issue, ce dénouement qui se jouera sur le fil. En règle générale, bien évidemment. J'ai eu une partie, comme je l'ai dit tout à l'heure, où je me suis fait rouler dessus par le jeu, comme Xavier le fait de manière générale. Ouais, généralement, le dénouement, que ce soit la victoire ou la défaite, qui sont les deux seules issues possibles de toute manière dans le jeu, ça se joue sur le fil, et ça c'est très appréciable et très jouissif également en termes de gameplay, parce que jusqu'au dernier tour, en règle générale, on n'est pas totalement sûr de notre victoire ou de notre défaite potentielle. Il y a des parties qui seront un peu plus simples, d'autres qui seront plus dures que d'autres, mais généralement, on est sur des parties hyper tendues en termes de complexité et d'issue potentielle, victoire, défaite. On le saura finalement qu'à la fin, à la toute fin, et ce sera toujours un petit peu ric-rac, et ça j'aime beaucoup, que ce soit pour du solo ou pour du coop par exemple également. Pour autant, comme j'ai dit tout à l'heure, le jeu est peut-être un tout petit poil long pour moi, pour mes goûts personnels, qui aiment jouer à des jeux solo de moins de 45 minutes, on va dire, quoi. L'aléatoire du dé de mana peut parfois être un peu frustrant, même si c'est aussi lui qui parfois peut vous permettre d'avoir des tours hyper jouissifs et enthousiasmants. Donc ça, c'est un mélange savamment dosé, mais qui ne pourra jamais empêcher parfois un petit peu de frustration. Et au global, je dirais quand même, malgré tous les points positifs que j'ai pu énumérer, et je trouve vraiment que le jeu est très beau, ça reste malgré tout, pour l'instant à l'état prototypal et sans les 2 chapitres qui vont arriver par la suite, le jeu que j'apprécie peut-être le moins dans la trilogie de l'Éden. Et encore une fois, hein, je prends des pincettes d'usage en disant ça, parce que je sais l'impact que ça peut avoir quand on l'entend. Ça reste un excellent jeu que j'aurais plaisir à ressortir, et d'ailleurs, après ma dernière partie, je me suis dit, tiens, je me ferais bien la trilogie au complet en une journée, donc à savoir Spirits of Eden enchaîné avec Colossus, puis avec les Sœurs de l'Alliance. Donc vraiment, je vais y rejouer, et je pense que je vais y rejouer un certain nombre de fois, parce que maintenant les parties sont un peu plus courtes maintenant que j'ai bien saisi. D'ailleurs, j'ai très hâte de voir ce que vont proposer les 2 autres chapitres. Donc ne vous méprenez pas à ce sujet, c'est juste que dans les 3 que j'ai joués jusqu'à présent, pour plusieurs facteurs, y compris la durée de partie notamment, la DA un petit peu, la facilité de le sortir parce que les autres sont plus faciles, sont plus courts, pas plus faciles en termes de victoire, défaite, mais plus facile à sortir, c'est peut-être le jeu que j'apprécie un peu moins, en tout cas le moins, des 3 de la trilogie de l'Éden pour l'instant. On n'est pas à l'abri que mon degré d'appréciation à son égard augmente au fur et à mesure, surtout avec l'arrivée des autres chapitres à venir. Mais donc oui, quand même, pour terminer, pour conclure, très hâte de voir la suite
des chapitres des Sœurs de l'Alliance, côté un petit peu JCE, jeu de cartes évolutif. Qu'est-ce que ça va venir ajouter, quels sont les nouveaux boss qui vont arriver et qu'est-ce qui les différenciera de ceux qui sont déjà présents, quelles nouvelles cartes vont arriver, quel impact elles pourront avoir sur nos parties, avec toujours ces choix très impactants et du coup ça c'est vraiment très très agréable. Hâte donc de voir comment ça va permettre de renouveler l'expérience, de la diversifier également. Voilà, très très hâte. Ah oui, si, juste un tout petit dernier point qui est vraiment pas très important, mais là c'est juste que moi j'aime autant la thématique que les mécaniques dans les jeux en règle générale. Les cartes que nous avons dans notre deck n'ont pas de titre, et moi j'aime bien avoir un petit titre pour ajouter un petit peu de lore, un petit peu de thématique, je sais pas, juste le nom d'une attaque par exemple, j'aime bien, voilà. Donc c'est juste un petit point de vue personnel, ça n'a aucune importance en termes de gameplay, mais moi j'aime bien avoir des titres à mes cartes, voilà. Voilà, donc vous l'aurez compris, encore une fois, un beau succès que les Sœurs de l'Alliance, que j'ai beaucoup apprécié, et j'ai très très hâte de découvrir la suite. Vous trouverez bien sûr en description de cette vidéo un lien vers la campagne Kickstarter. Bien sûr, le jeu sera disponible en français, vous vous en doutez, hein, je le dis au cas où pour ceux qui ne connaîtraient pas encore les œuvres de Youssef Fary, mais bon, le titre est en français, ça me semblait assez évident. N'oubliez pas non plus, malgré tous les petits inserts que je ferai pour mieux illustrer le jeu, qu'il s'agit à l'heure actuelle d'un prototype. Certaines cartes ont déjà été un petit peu modifiées. Je regarde d'ailleurs celle-ci qui est absolument extraordinaire. Celle-ci, il faut absolument la prendre. C'est une carte améliorée, donc ça coûtera un petit peu cher à l'obtention, mais pour 3 mana, vous ferez 5 dégâts par exemple, ou quand elle sera améliorée, vous ferez 6 dégâts pour 2 de mana. Sauf que ce qui est imprimé pour l'instant, c'est 2 d'un côté, 1 de l'autre. En réalité, c'est 3 puis 2. L'équilibrage est toujours affiné au moment où je vous parle. Voilà, c'est encore un prototype, gardez ça aussi à l'esprit. Voilà donc pour ce qui est de cette vidéo concernant les Sœurs de l'Alliance. Je vous donne rendez-vous sur la chaîne dans quelques jours, peut-être une semaine environ, pour une vidéo d'Expli Party où je me ferai probablement laminer par un boss quelconque, mais c'est aussi ça, le sacerdoce du youtubeur, du créateur de contenu, pardon, qui veut partager avec vous un petit peu de gameplay pour mieux vous permettre d'appréhender un petit peu ce que proposent les Sœurs de l'Alliance. Sur ce, on se donne rendez-vous donc dans quelques jours pour un peu plus de détails concernant les Sœurs de l'Alliance. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, et à la prochaine!